Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Un petit OK dans le chat, avec grand plaisir. Bon, ben, c'est génial. Bah, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril. On peut la marquer dans le bronze, voire même dans le marbre, tout simplement parce qu'il s'agit de mon premier webinaire. Et puis, voilà, plutôt un webinaire plutôt populaire, puisqu'il y a des personnes que je connais au travers de mon activité en tant qu'agence digitale, des partenaires, des collègues aussi sur d'autres agences, mais aussi des anciens de mon école et puis notamment des anonymes et des gens aussi spécialisés dans le SEO, puisque on reste une grande famille. Il est important, effectivement, de pouvoir tous, je vais m'adresser aussi à la caméra, et également de pouvoir m'adresser à vous. Écoutez, je vais commencer, puisque de toute façon, il y aura toujours des gens en avance et des gens en retard. Au contraire, privilégions ceux qui sont présents. Et je suis ravi de lancer ce webinaire sur la thématique de comment auditer en fait un site Internet au travers du SEO. Le SEO qui est le Search Engine Optimization. Search Engine Optimization qui est en fait le référencement naturel. Donc, après avoir assisté à plusieurs webinaires, à plusieurs thématiques techniques, je me suis dit pourquoi pas témoigner au travers d'un client qui s'appelle bull-techno.fr qui souhaitait effectivement optimiser son SEO. Et donc, je vais vous le partager. J'ai prévu jusqu'à 1 heure je pense, mais avec les questions. Pour autant, l'enjeu, c'est qu'effectivement, ça soit quelque chose qui soit ludique, participatif. Donc, je vous invite à poser vos questions. Et donc, je vais vous présenter aussi quelqu'un de mon équipe qui est présent aujourd'hui, en l'occurrence Mylène. Et donc, moi, je vais m'occuper de l'animation et m'adresser à vous. Et Mylène répondra aux questions, me soumettra les questions pertinentes et autres qui permettront effectivement d'élever un peu le débat et de répondre à toutes vos interrogations, voire peut-être que ça soit le moment participatif à la fin, que vous preniez rendez-vous avec moi. Nous sommes sur la technologie Livestorm, pour lequel vous avez le chat et également le sondage. Donc, je vois que vous avez pour la plupart répondu. Alors, je me doute que peut-être certains n'ont pas de site web à titre perso, peut-être travaillent dans des grandes boîtes, peut-être aussi des retraités ou peut-être des gens qui souhaiteraient créer un site. Donc, pas de souci. L'idée, c'était juste d'avoir un petit sondage, de savoir si ce sont des thématiques qui vous parlent et au contraire qui vous permettront de répondre à des interrogations que vous avez. Alors, comme nous sommes sur du live, j'ai Mylène qui est avec moi et qui, je dirais même en face de moi, mais pour lequel le micro ne fonctionne pas. Mais ça ne devrait pas tarder, donc je pense que mes techniciens de New Solutions Distribution auront la réponse dans quelques instants. Bon, Mylène, c'est à toi. Est-ce que tu m'entends? Alors, moi, je suis en face de toi, oui. Mais est-ce que quelqu'un peut répondre à… Est-ce qu'on m'entend? Ok. Bonjour, je suis Mylène Jarry-Stétain et je suis la stagiaire de Pierre Rondal, donc dans l'agence Fibre Digitale, et je prendrai vos questions. Je vais les trier et je les dirai à la fin de ce webinaire pour qu'ils puissent y répondre. Voilà, merci. Voilà. Le tout, c'est que c'est effectivement, comme je me le suis dit en me préparant à cet exercice, que ça ne soit pas juste un monologue, ni même une simple session sur laquelle je parle tout seul, mais au contraire, que ça soit participatif. Et donc, je laisserai la parole effectivement à l'issue de l'étude de cas. Donc, merci d'avoir répondu dans le chat à la question si vous entendiez Mylène, et également au sondage. Une petite présentation petite, puisque l'idée, c'est pas que l'on parle de moi, mais effectivement qu'on parle plutôt de l'étude de cas. Donc, sur ma version pro, je suis un ancien directeur d'agence bancaire. J'ai travaillé dans deux banques, également conseiller pro. Et après avoir travaillé plusieurs années avec des entrepreneurs et des pros, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Il était temps effectivement de pouvoir aboutir un projet à titre perso qui était… de travailler sur une technologie WordPress au travers d'un blog, puisque j'avais envie de témoigner, de tester des produits dans le domaine du running. Et j'ai testé plein de choses, fait plusieurs erreurs. Et au contraire, je vais vous témoigner de ce qu'il est intéressant de faire au travers de cette étude de cas. Parce que parfois, on prend des directions sans savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'on appelle l'expérience, mais il est toujours plus intéressant d'aller plus vite vers de l'efficacité. Également, cette notion d'efficacité, cette notion de performance, je fais souvent de l'analogie et puis une comparaison avec la partie sport. Et chaque année, je participe à au moins un marathon. Donc, j'ai fait Paris, Bruxelles,
ni scan, etc. Donc, voilà, sur les 7, j'ai été 7 fois finisher. Donc, ce qui est intéressant aussi dans l'accompagnement de mes clients, c'est justement d'avoir cette logique un peu héroïste, retour sur investissement, mais aussi voilà, d'être tourné vers de la performance, qu'on essaie de trouver des solutions et quoi qu'il arrive, qu'on essaie d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, voilà, un petit peu comme le SEO, il y a plusieurs disciplines. Et en tant que triathlète, j'aime bien justement aller sur plusieurs thématiques. Et donc, pour faire l'introduction du référencement naturel, il y a 3 grands domaines. Le premier, c'est le référencement au titre de la sémantique. Donc, on va regarder les mots-clés. Le deuxième point, c'est tout ce qui tourne autour du site et de la partie technique, informatique et code, donc la partie technique. Et donc, on est toujours sur la partie du site. Et puis après, tous les éléments extérieurs au site qui vont faire que ça permet de le faire grandir et grimper dans les classements, puisque la norme, c'est l'algorithme de Google. Et puis, j'avais envie aussi de vous partager le fait que je fais partie de… alors, c'est plus un microcosme puisque ce n'est plus une start-up, mais au contraire, une grande communauté, e-commerce nation. Donc, j'ai fait partie de la première promotion. J'ai participé avec eux pendant plusieurs mois à la formation. Et donc, aujourd'hui, je participe à l'ensemble du microcosme d'e-commerce sur lequel on apprend et on continue de se partager des astuces. Et puis également, je suis affilié à une franchise Sewing, donc je fais coucou à tous mes potos qui sont également derrière les followers d'aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'était de vous faire comprendre pourquoi je suis un petit peu venu au référencement naturel, puisque le point de départ a été mon blog perso et j'ai voulu le professionnaliser. Et c'est là que et c'est là où j'ai vraiment compris l'importance du référencement naturel, encore plus sur les sites e-commerce, mais là aujourd'hui on est sur un site vitrine. Et donc un site vitrine, pour autant c'est de la notoriété, on a envie d'aller qualifier des leads, encore aller plus loin depuis la crise sanitaire, que ça soit un vrai commercial, un e-commercial qui vous génère du trafic et des potentiels contacts et donc contacts qualifiés et clients. Donc ça va passer par plusieurs grands items que je vous ai nommés. Et donc, dans tout ça, il va y avoir plusieurs éléments techniques à appréhender. Donc, on va parler du linking ou netlinking, qui sont en fait les liens qui sont sur d'autres sites qui vont pointer vers votre site. On va parler du maillage. Le maillage, en fait, ce sont les liens qui sont dans le site et qui vont ensuite pointer vers les pages importantes, voire les pages qui font référence aux principaux mots-clés sur lesquels aujourd'hui vous misez tout votre travail. L'optimisation HTML, voilà, il y a un certain nombre d'éléments techniques que je vais vous présenter sur lesquels il est important de se positionner, notamment si un site est plutôt HTTPS qu'HTTP. Donc, le fameux S qui indique que vous avez un certificat SSL. Et cet élément, Google l'a pris en compte depuis 2014, considérant que c'était une norme importante au titre du référencement naturel. Ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est quand vous arrivez sur le site, c'est dire, tiens, si je vais d'une page à l'autre, si je descends, c'est quelque chose qui est fluide, ça charge rapidement, voire même, je trouve qu'en termes d'expérience, j'ai envie d'aller plus loin et donc on va passer plus de temps sur les pages et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des éléments qu'on analyse en amont, mais aussi de l'autre côté, l'algorithme Google, mais même Bing, ce sont des choses qu'ils prennent en compte encore plus aujourd'hui dans cette notion qu'on appelle UX, User Experience, mais l'expérience utilisateur pour dire, si le site est plutôt sympa, charge vite, et qu'il y a des choses agréables à voir, et forcément, il va le prendre en compte dans la remontée des pages vers la première page. La notion de feedback, mais c'est surtout la notion de chat, de pouvoir échanger, notamment avec des robots et d'autres chatbots. Donc, l'intérêt là-dedans aussi, c'est cette capacité à pouvoir dire, je vais faire des interactions avec mes clients. La notion de stratégie, c'est tout ça en amont, c'est-à-dire de dire, qu'est-ce que je fais du site, où je veux l'amener et pourquoi je le fais. Tout ça est fondamental pour pouvoir effectivement prendre les bonnes directions au titre du SEO. À titre personnel, j'avais fait le choix du blog. J'avais une conviction qui était le contenu. Donc, le contenu, c'est-à-dire je fais beaucoup d'articles, je témoigne de nombreuses courses, de tests produits, mais je ne m'étais pas posé la question de quel était mon objectif, mais aussi de quelle stratégie je voulais adopter. Et au fur et à mesure du temps, j'avais énormément de pages, mais qui ne remontaient pas, parce que je n'avais pas de cohérence entre les pages, je n'avais pas de cohérence au niveau de l'arborescence du site, un certain nombre de choses. Donc, tout ça, il est fondamental. Et moi, qui accompagne les clients, je pars toujours d'un rendez-vous, on détermine la stratégie, un peu comme quand on va se faire coacher pour son marathon. Les réseaux sociaux sont importants puisque ce sont des éléments que prennent en compte les algorithmes pour comprendre s'il y a de l'interaction, de l'engagement. C'est-à-dire qu'une page qui va être ensuite repostée plusieurs fois, sur lequel il va y avoir de l'engagement sur plusieurs réseaux sociaux. Ce sont des choses où aujourd'hui les algorithmes le prennent en compte. Alors, ce ne sont pas des liens qui pointent vers le site sur lequel il y aura de la notoriété, que je vais vous présenter ensuite, mais c'est plutôt dire de l'engagement des éléments qui permettent
à l'algorithme de dire que ce n'est pas juste un simple site qui fait du travail derrière, qui repointe vers d'autres sites et sans intérêt, sans interaction et sans humain qui considèrent qu'il y a vraiment de l'expertise ou du contenu intéressant et concret. Donc, la partie contenu, je vais vous la présenter sur 2 slides. C'est ce qui fait la force de toute façon de votre site. Donc, c'est pour ça que je vais distinguer la partie blog actu de la partie institutionnelle et des pages principales, puisque l'idée, c'est de donner quelques infos. Et le reste va être vos outils pour pouvoir capter du trafic, capter du volume de recherche et donc permettre à ce que des gens puissent à un moment donné être vos clients. Donc, tout ça va passer par un suivi de trafic, par également de la visibilité croissante et donc tout ça par une optimisation de nombreux critères de site web. Donc, dedans, nous sommes sur plus de 200 critères par l'algorithme Google. Et voilà, une autre statistique, c'est qu'en 2020, 91% des recherches étaient faites sur Google. Pour autant, il ne faut pas négliger Bing ou même Qwant, qui sont 2 autres moteurs de recherche, puisque là, ils ont une autre manière d'aborder, je dirais, la manière dont votre site peut remonter, mais aussi derrière, comme ils sont peut-être un peu moins travaillés par certains webmasters, ça peut vous permettre de remonter plus facilement et de générer un trafic beaucoup plus intéressant. Donc, pour venir sur l'étude de cas qui est le site Bulle Techno, donc c'est un site qui a été refondu en janvier de cette année sur WordPress. Donc, WordPress est une technologie dite open source. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut aujourd'hui utiliser la technologie et derrière pouvoir mettre le design qu'il souhaite. Alors, du design déjà réalisé par des sociétés spécialisées ou de l'autre côté, créer son propre design et derrière de pouvoir installer gratuitement un ensemble de plugins. Donc, en fait, il y a un ensemble de communautés qui va permettre de pouvoir faire progresser le site. Donc là, l'analyse que je propose, elle se fait en 3 temps, la partie sémantique, la partie technique, et ensuite netlinking, sur lequel j'en tirerai des enseignements et des pistes de travail. Donc, je me suis posé la question en regardant ce site qui avait déjà eu une première vie, quel est, en tapant juste le mot-clé du nom de domaine, donc en fait, dans l'intitulé de l'URL, Bulle Techno, et puis Bulle peut être assimilé effectivement de manière sémantique à d'autres éléments de vocabulaire. Et donc, j'ai fait le choix de regarder Bulle Techno, notamment avec la bulle Internet et la bulle financière, parce que ce sont des choses qui peuvent de manière connotée être tout de suite envisagées. Et là, on peut voir que le mot Bulle Techno, qui est en bleu, donc, a très peu de recherche par rapport à bulle Internet et bulle financière. Donc, quand on choisit un nom de domaine, il est important aussi de se poser la question, quelle est la stratégie d'un point de vue marque, mais aussi de quel impact je veux sur le monde du web et du digital. Donc là, en l'occurrence, le nom de domaine n'avait pas été choisi par le responsable de la société. Par contre, derrière, on va se poser la question de la sémantique. Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce que tout ça est lié? Donc là, il s'agit d'un outil gratuit qui s'appelle Google Trends. Donc, ça vous permet à la fois de faire de la veille sur vos concurrents, sur des tendances, mais aussi d'aller chercher après des idées pour pouvoir créer du contenu et de la sémantique sur la partie actu, voire même sur vos réseaux sociaux. Donc, on va un peu plus loin. Quand vous allez ensuite sur Google, vous allez dire, je vais taper Bulle Techno. Et là, on se rend compte que le site n'est pas aujourd'hui totalement indexé, voire qu'il y a d'autres sites sur lesquels le mot Bulle Techno n'apparaît pas. Donc, on a Bulle Internet avec un site qui fait référence, en l'occurrence Wikipédia, mais aussi un site qui n'est pas en lien avec Google France, mais qui est en fait un autre site qui, lui, est canadien. Et ensuite, on voit d'autres éléments qui sont effectivement liés à la bulle technologique. Et là, on se rend compte de 3 paramètres, puisque j'ai regardé sur la page. Le premier, c'est que la plupart de ces articles et de ces pages ont en moyenne 600 mots. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une rédaction de mots-clés en termes de contenu. Et donc, Google a considéré qu'ils étaient pertinents de par leur intériorité, mais aussi de par le contenu et de ce qu'ils pouvaient expliquer au terme du mot-clé bulle techno. Il y a également l'importance du choix de nom de domaine que j'expliquais sur le slide d'avant. Là, en l'occurrence, certains noms de domaine n'ont peut-être pas de lien avec Bulle Techno et c'est surtout le contenu de la page qui est considéré comme un référent. Et le troisième point, c'est la partie ranking. Chaque page et donc encore plus chaque site Internet a, aux yeux des algorithmes, donc plusieurs sociétés calculent ce ranking.
Et là, en l'occurrence, la moyenne est de 46 sur la première page. Et pourquoi je vous parle de ce ranking? Tout simplement parce que le site Bulle Techno a, lui, un ranking bien moindre que celui moyen pour apparaître en première page. Donc là, on voit tout de suite qu'on commence à rentrer dans un niveau de travail très important. Je vous ai mis sur la droite des recherches associées, puisqu'en fait, ce sont des éléments, quand vous allez sur Google, qui peuvent effectivement apparaître en suggestion, quand vous tapez le mot-clé, qui va apparaître des fois en dessous. Et donc là, plusieurs autres mots-clés sont beaucoup plus pertinents aux yeux de l'algorithme que juste mettre bulle techno. Donc, on a bulle spéculative, bulle Nasdaq, bulle internationale, etc. Et donc, c'est là où on va se poser la question, est-ce qu'au titre du contenu, on abandonne le mot bulle techno et tout simplement aller faire du contenu dédié à ces mots-clés. Également, un petit laïus sur la partie vidéo. Suivant les mots-clés, suivant les thématiques, des fois, on va remonter des photos, mais on va aussi remonter des vidéos. Et les vidéos, suivant certaines thématiques, sont considérées comme plus pertinentes que des fois le contenu du site. Donc, également, dans la stratégie digitale, se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux faire de la vidéo que de l'écriture de texte? Et je vous dirais, pour le tester pour certains de mes clients, parfois, il est plus rapide de faire une vidéo que de faire du texte. Dans les deux cas, il faut quand même pouvoir l'écrire. Donc, l'étape suivante se pose la question de surtout créer le cocon sémantique. Donc là, je vous présente également une solution dite freemium. Donc, c'est-à-dire que vous avez une partie que vous pouvez utiliser 2 fois et qui ensuite nécessite un compte, voire un compte payant. Donc, c'est Answer the Public. Donc, ce que j'aime bien déjà dans cette solution, c'est que vous pouvez sélectionner la sémantique en fonction du pays, mais aussi en fonction de la langue. Donc, ce qui vous permet, si vous posez la question, j'ai une stratégie d'expansion vers l'international où je voudrais migrer sur une version traduite en anglais, vous pouvez déjà réfléchir à quels sont les mots-clés et comment aujourd'hui les recherches sont faites. Donc là, l'exemple que je vous donnais, c'est toujours de reprendre Bulle Techno. Là, on voit qu'il y a peu de solutions qui sont proposées. Je vous inviterai effectivement à faire vous-même les recherches après sur Answer the Public. Et donc, il propose plusieurs mots-clés qui sont référents et sur lesquels il pourrait avoir un lien. Donc là, il aurait pu faire des propositions comme bulle Internet, bulle financière. Il a préféré se positionner sur qu'est-ce qui pourrait être pertinent si on met bulle techno en termes de contenu ou qui fait lien avec des recherches qui sont faites. Et souvent, ce sont des pronoms comme le fameux quoi, le fameux comment. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller un peu plus loin dans la rédaction du contenu en posant des questions. Souvent, je prends l'exemple notamment de YouTube, qu'est-ce qu'on pose comme question? C'est des tutos. Par exemple, comment réaliser tel plat, comment pouvoir avancer dans du bricolage. Donc, il faut juste prendre en considération qu'un mot-clé peut avoir après une sémantique plus longue, qu'on appelle long trend. Et donc, c'est aussi cela qu'il faut pouvoir travailler. Donc, le cocon sémantique ne s'improvise pas. C'est aussi faire un lien avec la stratégie commerciale, le persona, c'est-à-dire en fait les principales caractéristiques de votre client ou de votre base de contact qui va permettre effectivement derrière de pouvoir construire vraiment le contenu. C'est-à-dire, il va falloir séduire l'algorithme, il va falloir aussi séduire les internautes qui arriveront sur votre site et voir derrière qu'est-ce que vous voulez leur offrir comme contenu, voire les inviter ensuite à aller sur votre page contact ou si on est sur un site de vente, sur votre page de vente. Donc, tout ça, effectivement, nécessite beaucoup de réflexion avec les clients. Et l'enjeu, comme moi je l'ai vécu sur mon blog, en fait, je n'avais pas construit le contenu par rapport à des items comme le cocon sémantique, je l'avais plutôt conçu par rapport à des convictions. Et c'est vrai que derrière, beaucoup de pages ont été écrites sans qu'il y ait un volume de recherche en face significatif. De l'autre côté, qui dit aussi volume de recherche significatif dit concurrence. Mais dans les deux cas, il faut arriver à trouver le juste milieu. Donc là, c'est vraiment dire comment je vais pouvoir construire le début de mes pages, le début de mon histoire avec le site Internet et donc son contenu sémantique. Là, je vais vous montrer des exemples de l'importance en fait du travail du choix de mots-clés, puisqu'en fait, l'enjeu, c'est derrière de faire le lien avec des mots-clés ou des recherches par rapport à des expressions qui seraient faites. Donc, par exemple, le bulle technologique en 2021, c'est vrai que les chiffres, les dates sont quelque chose qui peuvent être pertinents. Par contre, quand on regarde à droite de manière intuitive, on se dit que ça pourrait être pertinent. Et puis, en fait, le volume de recherche, donc là, c'est une métrique au mois. Là, on voit qu'il n'y a quasiment pas de recherche. Pourtant, on pourrait dire que c'est pertinent puisque c'est lié aux mots-clés.
je suis allé un peu plus loin, je vais regarder des mots-clés qui pourraient être plus pertinents, peut-être loin de la base, mais sur lesquels il y aurait une forme de proximité, mais surtout liée à un volume de recherche sur Google. Donc là, on voit que le mot bulle représente plus de 22 200 recherches par mois, et le mot bulle est tellement large qu'effectivement, ça ne sera pas du tout le persona ou la base des lecteurs du site bulle-techno. Par contre, on peut voir qu'il y a peut-être bulle Wi-Fi ou sa bulle en français. Et donc là, on va regarder un petit peu s'il y a une cohérence et essayer de se rapprocher un peu plus des volumes de recherche qui permettraient de pouvoir capter davantage. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus on est de toute façon vers la première, plus on descend vers la 10e, et plus de toute façon, de manière dégressive, il va y avoir des gens qui vont cliquer. Et donc là, on va passer sur la deuxième étape qui est très importante, c'est si je suis premier, deuxième ou troisième, pourquoi les gens cliqueraient sur mon lien? Et c'est là où il va y avoir un travail très important de séduction, à la fois de l'algorithme, mais surtout d'un futur lecteur. C'est qu'est-ce que je vais mettre dans cette description, donc là, une description grise qui permet de basculer à quelqu'un qui va cliquer sur le site. Donc, je voulais vous matérialiser, notamment par une grande entreprise du référencement naturel qui est SEMrush, des statistiques qu'ils ont mis en avant pour justement matérialiser tout ça. Les moteurs de recherche ramènent 300% de trafic en plus par rapport aux réseaux sociaux. Donc là, c'est une source d'Iron Paper. Moi, je l'ai vu et je le constate aussi au plus le temps avance, c'est que le trafic naturel a des taux de conversion, donc c'est-à-dire en fait entre le trafic et le moment où la personne passe à l'acte ou à l'achat, sont beaucoup plus forts sur du référencement naturel que parfois sur du référencement via de la publicité, voire des gens qui viennent des réseaux sociaux. C'est pas du tout la même population et c'est pas du tout les mêmes attentes, voire peut-être c'était pas du tout les mêmes déclencheurs au départ. Donc, il est important effectivement de pouvoir miser sur différents canaux d'acquisition, mais de l'autre côté, de bien analyser au fur et à mesure de l'évolution de votre trafic comment tout ça se convertit. 93% des expériences online commencent avec un moteur de recherche. Effectivement, encore plus avec la crise sanitaire, on se rend compte qu'on passe notre temps sur le téléphone, sur l'ordinateur et voire même on utilise la fameuse search voice, c'est-à-dire Alexa, les Siri, qui permettent effectivement d'aller chercher des éléments encore plus loin et plus rapidement. Donc, 152 minutes, c'est le temps moyen que les rédacteurs passent à optimiser un article. Donc là, c'est une moyenne avec des spécialistes. Donc, si on part sur des gens qui connaissent moins, je vous dirais, moi, il me fallait 2-3 heures quand je rédigeais un article sur mon blog il y a encore quelques temps, parce que je n'avais pas les bons réflexes et la bonne méthodologie. Donc là, je vais vous présenter aussi au travers d'un autre outil toujours gratuit. Donc ma petite grenouille qui est en fait l'outil Screamfrog. Donc c'est en fait un logiciel que vous installez sur votre Mac ou sur votre ordinateur et il va vous permettre d'aller chercher des informations. Donc là, au travers d'un autre outil que j'utilise dans les diagnostics SEO, sur le site, on constate en fait trois grands éléments critiques à travailler. Le premier, c'est qu'il y a une page avec un faible nombre de mots, qui est en plus une des pages principales du site. Donc là, effectivement, elle est identifiée. Et là, il va falloir faire un gros travail de sémantique pour dire est-ce que c'est la page principale qui va être canalisée sur l'ensemble du trafic ou est-ce que c'est une page complémentaire au sujet que l'on évoque. Le deuxième point, c'est les pages sans balise H1. La balise H1, puisqu'en fait, il y a plusieurs critères que prennent les moteurs de recherche comme Google. Et s'il n'y a pas de balise H1, le moteur de recherche est un peu perdu, parce qu'il n'arrive pas à faire le lien entre le titre de l'URL et ensuite le titre de la page, et donc derrière de sa cohérence avec l'ensemble du contenu. Il y a aussi 4 pages sans métadescription. Donc, en fait, les métadescriptions, c'est la petite partie grise qui apparaît quand vous faites les recherches. Et donc, s'il n'y a pas cette métadescription, lui aussi va considérer qu'il y a une incohérence, il n'y a pas un lien pour pouvoir aller plus loin dans les mots-clés, le contenu, pour pouvoir dire il est référent ou pertinent. Et l'autre élément que je voulais aussi vous matérialiser sur ce début d'analyse technique, ce sont aussi les photos. Alors, il y a très peu d'articles, mais alors si en plus les photos aujourd'hui sont nommées depuis l'ordinateur, puisqu'il va y avoir 2 manières de nommer les photos. Le premier, c'est les photos nommées depuis l'ordinateur. Donc là, on le voit avec AFC 9600- donc ça, personne, que ce soit un internaute, un client ou même l'algorithme, il n'est pas capable de comprendre l'intérêt. Par contre, si dedans, on mettait photo, bulle techno pour présenter comment réinventer la nouvelle société, là, tout de suite, on aurait une pertinence. Ce qui permet à la fois, au niveau du contenu sémantique, d'amener
de la cohérence, et également, si des gens font des recherches sur des photos, de pouvoir remonter plus facilement. Et donc là, il va y avoir un travail qui va être à faire sur la balise Alt. Donc en fait, c'est une codification visuelle, mais aussi au travers du code pour pouvoir permettre au moteur de recherche de mieux qualifier vos photos et votre contenu. Donc cette analyse technique, donc pour moi, elle est fondamentale puisque c'est ça qui va conditionner une partie des enjeux identifiés par les moteurs de recherche. Donc dans la continuité de cette partie technique, je voulais juste vous le matérialiser. Donc en fait, là sur la partie bulle techno dédiée à l'info technologique et innovation, la partie grise est donc la métadescription. La métadescription ne doit pas dépasser 160 caractères. Au-delà, on le voit, enfin on ne le voit pas là spécifiquement, mais s'il y a plus de caractères parce qu'on veut faire le bon élève et tout mettre dedans, de toute façon, la partie grise ne se verra pas par rapport à Google. Et Google prendra en compte qu'entre les bons élèves qui respectent les 160 caractères et ceux qui en font plus, par défaut, pourraient être déclassés. Et puis, en tant qu'expérience utilisateur, on préfère toujours quelque chose qui soit concis, précis et unique plutôt que quelque chose qui est fait par défaut. Donc là, on le voit sur le site, toujours avec l'outil Screaming Frog. J'ai fait une extraction pour vous montrer qu'il y a plusieurs pages qui sont pour la plupart nommées, donc au titre du titre URL. Mais à côté, effectivement, il n'y a pas du tout eu de travail au niveau de la métadescription. Donc ça, effectivement, si on ne donne pas toutes les indications dès le départ, c'est un peu comme un enfant. Il aura du mal à aller là où on veut l'amener et là où il pourra le progresser de lui-même. Donc là, c'est pareil, on va partir du cocon et ensuite dire est-ce qu'on a une cohérence avec les mots-clés et ce que l'on veut exprimer dans la métadescription, qui ensuite sera une introduction à l'ensemble du contenu de la page. Donc là, on était sur une analyse plutôt formelle de quelques points clés au titre de l'analyse technique. Il en existe plus d'une centaine, si je devais les décrire au titre des experts de Google. Toujours sur cette notion de ranking, ce que je voulais vous présenter, c'était trois sociétés qui effectivement le calculent de manière indépendante. Donc là, sur le premier, il s'agit de la société Ubersuggest créée par Neil Patel, qui est un des gourous mondiaux sur le référencement naturel SEO. Et donc là, on a un scoring de 13. Ensuite, on a l'entité Moz qui, elle, donne en fait un rang domaine, donc c'est comme ça qu'elle le nomme, de 17. Et ensuite, on a Majestic qui fait partie effectivement des sociétés référentes dans ce calcul de ranking. Eux l'appellent le Trust Flow. Donc en fait, c'est la qualité du lien et greffé ensuite aux citations flow, qui est tout simplement le volume de backlink qui repointe vers le site. Ce que je voulais vous présenter, sans entrer trop dans la technique, c'est que les backlinks qui sont en fait des liens de retour postés sur d'autres sites, aujourd'hui, les algorithmes sont capables d'appréhender leur ancienneté, s'il y a une cohérence au niveau du site et du contenu du texte avec le site vers lequel il repointe. Ensuite, si lui aussi, ce site a du ranking, ensuite, il va prendre en compte le nombre de backlinks différents. Donc, c'est pour ça que des fois, on appelle le DA s'il y a des domaines différents. Donc, il va y avoir toute une stratégie importante à réaliser. Et d'autres éléments vont être pris en compte, que sont les mots-clés sur lesquels, en fait, le lien aujourd'hui est positionné. Donc, tout ça sont des techniques à regarder, un audit que je propose avec des partenaires sur cette partie off-site. Mais il est vrai qu'on peut avoir le meilleur contenu au monde. Si le ranking aujourd'hui est proche de 0, forcément que d'autres sites seront devant. Mais il s'est vu, pour avoir fait des audits, que parfois, comme le contenu était très pertinent et expert dans le domaine, c'est parce qu'on a un ranking inférieur à d'autres sites que ça ne veut pas dire qu'on ne remonte pas devant lui. Donc, au contraire, sachez que dans tous les cas de figure, tous les critères peuvent faire que on peut être bon comme mauvais. Je refais l'analogie avec le triathlon. C'est pas parce qu'on est mauvais en natation que si on ne rattrape pas en vélo, on ne sera pas devant d'autres personnes. Donc là, c'est le même principe. C'est qu'il faut juste prendre en compte que les backlinks font partie des critères principaux. Ça reste un investissement, il est clair, puisque ce sont des éléments importants au titre de l'autorité, de la pertinence et de la puissance du site. Ça reste un investissement. Souvent, on compare l'investissement en netlinking avec des budgets similaires à la partie pub, mais en termes de conversion, c'est là où effectivement on a les meilleurs résultats. Je vous parlais de l'encre. Donc là, sur la présentation de l'encre de Bulle Techno,
on voit que il n'y a pas eu un travail fait sur la sémantique sur les derniers backlinks pointés, puisque l'on voit effectivement juste le mot bulle techno remonter, mais sans plus d'éléments sur le cocon sémantique. Le petit carré à droite présente en fait les domaines référents. Donc, en fonction en fait du ranking, on va voir que la plupart des backlinks aujourd'hui qui pointent vers le site ont plutôt un domaine référent et un scoring qui est entre 0 et 20, ce qui est plutôt bien par rapport à un site qui n'a pas du tout de backlink, mais qui n'est pas suffisant s'il faut qu'on fasse monter certains mots-clés, voire certaines pages au-delà de la performance actuelle. Alors, ce que je voulais vous résumer au travers de ce cas pratique, c'est que tout est à faire. Au contraire, là, je vais vous montrer en fait la Ligue des champions des performances, puisque le site précédent a quelques backlinks. Là, on est sur le gourou, en l'occurrence représenté par Olivier Andrieux, que peut-être certains suivent sur LinkedIn ou peut-être ont assisté à certains de ses webinaires. Et je voulais juste vous présenter, en même temps, c'est son domaine, que dedans, on est vraiment sur un site qui existe depuis très, très longtemps, qui a un contenu de fou furieux. Et aujourd'hui, plus de 1400 pages sont positionnées aujourd'hui en première page de Google. Donc, je vous laisse deviner le potentiel qu'il peut y avoir encore en deuxième ou en troisième page. Et dedans, il y a près de 4400 mots-clés qui sont référencés et qui lui permettent de générer un trafic hallucinant de plus de 72 000 visites par mois. Donc, ça veut dire que le site, il fait beaucoup plus puisqu'on peut avoir les réseaux sociaux, tout ce qui est ensuite sur les vidéos, les gens qui ont le lien en favori, les gens qui le tapent en direct, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'hallucinant puisque cette pertinence en termes d'expression et de pages référencées se fait aussi par rapport aux backlinks. Et là, on peut voir, il y en a pour plus de 2 600 000 pages. Alors, je vous rassure, il ne les a pas toutes achetées puisque à partir du moment où vous êtes la référence, effectivement, à l'issue de ça, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont pointer votre site et donc après, il y a un engrenage hyper positif. Donc là, en l'occurrence, si je prends toujours mon use case, enfin mon étude de cas aujourd'hui, il va être difficile d'être une référence en quelques mois. Par contre, il peut se passer des stratégies. On peut aller chercher effectivement des échanges de liens, aller chercher effectivement des partenariats pour permettre à ce que l'on puisse référencer quelques liens de manière indolore en termes de budget. Donc, tout est possible. Tout dépend en fait de l'ambition, du budget et je reviens sur l'élément principal qui est la stratégie. Donc, sur la partie conclusion de cette approche d'audit SEO pour ce site, c'est que la sémantique au titre d'un bon cocon sémantique doit être en adéquation avec un volume de recherche et également de la stratégie du site. Le deuxième point, c'est que il va falloir effectivement augmenter le contenu en volume. Là, il y a un nombre de pages insuffisant. On est sur 6-7 pages. Et donc, également, la pertinence des articles par rapport effectivement aux enjeux liés au cocon sémantique et à la stratégie du site. Également, à partir du moment où il y a un volume de pages importante, de pouvoir faire en fait un fil, un peu comme un fil d'Ariane, d'amener un maillage interne vers d'autres pages, quitte à envoyer directement dans un deuxième temps vers la page contact, quand on est sur des sites peut-être vouloir vendre des services ou des solutions. Et puis derrière, de pouvoir catalyser tout ça avec une stratégie de netlinking de qualité et également régulière, puisqu'on peut acheter des liens, des backlinks sur même des plateformes. Moi, j'ai vu des fois, j'ai été mis en concurrence avec des freelances qui proposaient 300 backlinks pour 450 €. Après, se pose la question si ce sont des liens de qualité, si Google ne va pas les spammer, et ainsi de suite. Donc, après, dedans, chacun va pouvoir niveler son niveau de performance, son niveau d'attente, mais il est clair que dedans, moi, mon travail, il est surtout de m'adapter aux circonstances, et puis après qu'on confronte les avis et les objectifs, tout ça appuyé par des experts que je choisis. Et il est temps de ne plus être trop dans un monologue. Au contraire, je vais laisser Mylène me faire part des questions, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enjeux. Donc, à votre écoute. Ok, bon, déjà, c'était hyper intéressant, Pierre, j'ai trouvé. Donc, j'ai regardé des questions, je les ai lues, je les ai compris. Donc là, je vais te les poser et je vais te laisser répondre. Donc, première question. Donc, ça, c'est une question de Cyril qui demande, quand on commence à se lancer dans une optimisation de son SEO, combien de temps faut-il pour patienter avant d'avoir un retour optimum? Combien de temps avant que
les robots de Google ne vont pas du jour au lendemain prendre en compte nos actions. Donc, je te demande cette question-là. Je remercie Cyril de poser cette question technique de la part d'un technicien du web. Effectivement, il est toujours délicat de prendre des engagements. Moi, je ne prends pas d'engagement d'un point de vue date, de dire, voilà, à telle date, on aura une augmentation chiffrée de l'augmentation du trafic. Par contre, moi, ce que je propose, c'est de dire, on va faire des arrêtés réguliers pour dire, tiens, telle stratégie que l'on a faite, comment les éléments évoluent? Est-ce que les mots-clés remontent? Est-ce qu'ils descendent? Est-ce qu'on a une progression au niveau du nombre de pages? Donc, l'idée, c'est surtout d'avoir une analyse précise et à date, effectivement, de faire des arrêtés. Par contre, il est intéressant également d'analyser la partie concurrentielle parce qu'on peut être sur des mots-clés où il y a très peu de concurrents et ça peut très vite avoir des pages qui remontent et voire même plusieurs mots-clés qui remontent rapidement. Je vous donne l'exemple. Moi, je vous donne l'exemple. Par exemple, j'ai un blog, en l'occurrence, dans le digital. Et tant que je n'aurai pas investi massivement dans des backlinks de qualité, en face, j'aurai toujours des gens qui seront meilleurs que moi. Donc, je suis en deuxième et troisième page sur de nombreux mots-clés et pas forcément en premier. Donc, ça passe effectivement par un investissement fort. Et je suis d'accord sur la notion de patience. On ne peut pas gagner tout de suite si on n'est pas patient. Et je dirais même cette patience, elle passe par l'expérimentation et passe aussi par le fait qu'il ne faut pas investir que dans le SEO, il ne faut pas investir que dans le SIA, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Voire même après, je vais plus loin, dans l'importance aussi qu'il y ait une cohérence avec le persona. Il n'y a rien de mieux que le site web soit effectivement un catalyseur de contacts, mais que ces contacts, il y ait de toute façon derrière un échange qui soit fait de manière verbale. Le commerçant qui fait ses chiffres, c'est celui qui, quand il a la personne au magasin, est capable d'échanger pour savoir en fait quelles sont ses attentes et comment il arriverait effectivement à lui proposer, voire à lui vendre l'ensemble de ses solutions. Donc, avant tout, on est là pour pouvoir faciliter du business, mais on ne peut pas dans la promesse dire à telle date, vous serez au rendez-vous. Une autre question, il y en a beaucoup. Donc, une question de Laurie qui demande, dans le cas d'un site one page, comment se passe l'optimisation du SEO au niveau du maillage interne puisqu'il n'y a qu'une page? Effectivement, je ne dirais pas la réponse est dans la question. C'est plutôt déjà en quoi consiste la one page. Alors, il peut y avoir différents types de one page. La première, c'est par exemple des gens qui ont juste la page Google My Business. Dans le cadre du Google My Business, qui est le petit carré qui apparaît à droite quand vous tapez le nom d'une société ou par exemple la boulangerie du coin qui remonte. Et donc, en fait, il y a des services gratuits qui sont proposés par Google qui vous permettent de créer un site. Et donc là, on serait juste sur une page simple. Donc, effectivement, d'un point de vue maillage interne, il va être difficile de pouvoir faire le lien vers une autre page. Par contre, ce qui peut être top, c'est de faire un lien peut-être vers vos réseaux sociaux, peut-être vers d'autres univers que vous souhaiteriez projeter. Et également, ça peut être l'inverse. C'est qu'en fait, on pourrait être dans un système de tunnel de vente, ce qu'on appellerait une landing page, donc une page d'atterrissage. Quand vous êtes notamment sur des stratégies dédiées à acquérir des nouveaux clients via la pub, plutôt qu'ils atterrissent sur le site et aillent sur plusieurs de vos pages, qu'on le mette sur une page avec votre visuel qui l'invite à laisser ses coordonnées, voire à vous contacter. Donc, ça peut être aussi une autre manière de voir la notion de one page, mais effectivement, c'est une bonne question. Tout dépend après la stratégie. On a une autre question de Sanae, j'espère dire le prénom correctement. Elle demande, ou il, désolé, lors d'un service B2B, peut-on utiliser le référencement par mots-clés sur les blogs? Alors, je dirais le référencement n'a pas de limite. On peut parler de blog ou de site. Avant tout, ça reste un outil sur lequel vous allez exister sur le web. Donc, après, qu'on soit sur un service B2B ou même sur de la vente de produits B2B ou également proposer de la valeur, l'enjeu derrière, c'est pas de se poser la question quel est effectivement le point d'arrivée, mais quel va être le point de départ de votre stratégie. Donc, proposer des services, moi j'en propose aujourd'hui, on va peut-être présenter des témoignages, présenter de l'expérience, peut-être mettre du PDF. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais l'idée, c'est que vous puissiez témoigner et mettre du contenu. Donc, derrière, ce contenu, il va passer après par des mots-clés, par du texte et effectivement des vidéos, des images avec des mots. Et tout ça, les algorithmes vont aller les appréhender. Très bien. Donc, je vais prendre
Deux dernières questions. Donc, une question de Sullivan, il demande est-ce que les plugins de référencement sont plus efficaces que de faire le référencement soi-même sans l'outil lorsque l'on utilise WordPress? C'est une bonne question, comme de dire est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même ou se faire accompagner par une agence, et est-ce qu'une agence a besoin de continuer à se former? Je dirais, voilà, c'est un peu tout ça. Effectivement, les plugins sont toujours une aide, comme une aide à la conduite aujourd'hui dans les véhicules. Voilà, avoir un système pour mieux freiner, un système pour éviter un chevreuil. Pour autant, rien n'enlèvera, au-delà de l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence humaine. C'est pour ça que je fais le parallèle avec des commerces de proximité. Pour moi, j'ai la conviction qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir échanger avec un client pour savoir ce qu'il veut. Aujourd'hui, les outils nous permettent d'avoir des données, de mieux qualifier, voire même de tracer, de traquer vos clients, vos internautes. Pour autant, savoir ce qu'ils veulent, il n'y a que si on l'a en face qu'on peut se permettre d'avoir toutes les réponses à nos questions. Donc, je dirais c'est un plus, c'est même incontournable puisque ces plugins sont en contact direct avec aussi Google et Bing. Donc, ils savent exactement comment l'algorithme aujourd'hui interagit et réagit. Donc, c'est encore aller plus vite. Et voire même, vous avez après des indicateurs. Je vais prendre l'exemple du plugin Yoast qui vous dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être encore meilleur sur le référencement de votre page. Donc, il y a énormément de choses hyper intuitives et hyper bonnes à faire. Et donc, dernière question, c'est une question de Hilal. Elle demande, en 2021, le choix du nom de domaine n'a pas une grande importance en SEO. Au début de ta présentation, tu as dit que ça avait une importance. Alors, elle demande, comment expliquez-vous la réussite de ManoMano, une marketplace qui mise énormément sur le SEO pour attirer du trafic? D'après Hilal, il y aurait plus de 1 million de visiteurs par mois. Comment expliques-tu, vu que le nom n'a pas de rapport avec, enfin, n'a pas vraiment une importance? Je vais peut-être reformuler, n'a pas d'importance, je dirais a une importance, mais quand il y a près de 200 critères, c'est pas le mot ManoMano qui aujourd'hui fait qu'ils ont un trafic, c'est tout le travail qui a été fait sur le site, sur le référencement des pages produits, sur le référencement par rapport aux concurrents, sur le ranking. Donc, c'est un ensemble de choses. Par contre, pour moi, il est indéniable que la stratégie du nom de domaine, c'est déjà s'assurer si la marque est déposée, si elle existe, si ils ont effectivement créé le nom de domaine. Derrière, peut-être choisir des extensions. Parce que ManoMano, donc on pense peut-être à d'autres activités, mais si par exemple on met pour une entreprise du bâtiment le point construction, tout de suite on va mieux qualifier à la fois pour l'algorithme et peut-être pour les personnes qui cherchent. Voilà, il peut y avoir énormément de choses. C'est un point de départ, c'est un point aussi de compréhension à votre stratégie, mais c'est vrai que de manière intuitive, quand on pense à ManoMano, est-ce qu'on pense tout de suite à une marketplace avec un ensemble d'éléments pour bricoler chez soi? Ça, après, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne le comprend pas. Mais au-delà de savoir si en 2021 c'est pertinent, j'irai même plus loin. ManoMano sont très, très forts sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le site, vous verrez, il y a des choses qui s'affichent sans que ça soit trop intrusif, mais qui vous invitent tout de suite avec après des systèmes qui vous réinvitent à revenir sur le panier si vous l'abandonnez. Enfin, voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est des références, et c'est ce qui applique le fait que le site cartonne et a continué à faire des levées de fonds. Eh bien, merci Pierre. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire? Écoute, je vais regarder, alors je regarde la caméra, mais je regarde aussi les dernières questions. Peut-être une question auquel on n'a pas répondu. Quelle était la plateforme pour le domaine d'autorité en slide 13? Il y en a. Alors, il y a plusieurs sociétés qui existent dans le domaine de l'autorité, et effectivement, c'est Ubersuggest. Je n'avais pas mis le logo, parce qu'en fait, c'est un logo qui était très long et qui ne s'implémentait pas dans mon slide. Mais voilà, c'est Ubersuggest. Et ensuite, peut-être la dernière question, peut-être de Caroline, qu'est-ce que la position d'un site dans les résultats de recherche peut-il varier selon la recherche ou selon l'ordinateur avec lequel on fait la recherche? Alors, je vais prendre la question vers la fin. Ça peut varier sur un critère, puisque avec l'adresse IP, on va identifier votre lieu de localisation, et donc ça va induire des recherches. Par exemple, si je cherche une boulangerie dans le secteur, vous allez avoir des réponses qui effectivement vont être induites par rapport à l'adresse de localisation. Après, les moteurs de recherche peuvent fonctionner différemment selon les ordinateurs. Ce n'est pas l'ordinateur, c'est plutôt effectivement si vous utilisez Safari ou Chrome. Mais au-delà, c'est surtout le moteur de recherche qui va avoir une approche par rapport effectivement aux mots-clés, et va le faire par rapport à de l'intelligence artificielle. Donc, il se peut que quand vous tapez le mot-clé là, et dans une heure, vous n'avez pas forcément les mêmes pages qui s'affichent,
parce que derrière, l'algorithme a peut-être fait une actualisation au niveau du contenu et de la pertinence. Il va peut-être faire changer tout simplement la hiérarchie. Et au contraire, c'est encore mieux parce que si vous êtes un nouveau site qu'il fallait arriver en première page, il faut mieux sortir les anciens. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces belles questions. Je suis ravi de pouvoir vous témoigner de ma reconversion, puisqu'il y a encore quelques temps, j'étais effectivement dans la banque. Donc, moi, je vous dirais, il n'y a plus qu'à tester, à expérimenter. C'est un peu ce que je fais. Également, qui dit webinaire dit aussi matériel. Donc, je tenais à remercier, puisqu'en fait, ils sont dans la salle. Bon, on peut pas, là, on ne peut pas voir parce que la caméra, je ne peux pas la faire bouger. Je n'ai pas encore la petite molette. Mais effectivement, je remercie l'équipe de Nous Solutions qui m'a permis d'avoir à la fois la petite cravate, alors pas la cravate de la chemise, mais du micro pour que j'ai la meilleure qualité à vous témoigner. Et également, aussi la caméra qui me permet de pouvoir, par rapport à la lumière du jour, alors j'ai une lumière à côté. Alors, je voulais mettre du orange parce que j'adore l'orange, mais ça n'a pas pu trop se faire parce que sinon, on a l'impression que j'allais sortir d'un sauna. Et puis également, pour ceux qui voudraient aller plus loin par rapport à ce webinaire, je voulais vous présenter 3 choses, puisque c'est quelque chose auquel j'ai eu des interrogations en créant le contenu, mais aussi en interrogeant des personnes qui pourraient être intéressées par ce webinaire. Et écoutez, je vais demander à Mylène d'envoyer le lien pour lequel j'ai sélectionné 5 plateformes de netlinking. Donc là, on va vous le mettre dans le chat. Également, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, puisque là, c'est un témoignage entre les experts que j'ai sollicités, tout le parcours que j'ai pu faire avec certains de mes clients, et puis également progresser pour pouvoir optimiser. J'ai créé une méthode en 45 points pour pouvoir auditer en fait son site web de manière autonome, d'aller soi-même chercher même avec des outils gratuits ou freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser une fois dans la journée et puis derrière avoir déjà des éléments de réponse. Et donc, dans tout ça, l'idée, c'est de pouvoir améliorer son SEO par soi-même. Donc là, je vais mettre en place la page de vente, si certains sont intéressés pour aller plus loin et avoir un outil hyper efficace. Et comme c'est mon premier, donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot-clé premier. Donc, vous aurez 25% de réduction en fait, sur cet outil. Et puis, ceux qui le souhaitent pour aller encore plus loin, ils peuvent prendre rendez-vous pour pouvoir réaliser un audit complet et pouvoir effectivement déléguer leur projet de site web et leur expansion en termes de SEO au titre du site et du netlinking en prenant rendez-vous avec moi. Donc, je vais inviter Mylène à mettre les liens pour que cette expérience webinaire soit totale. Et puis, il est toujours difficile par rapport à un auditoire large de pouvoir contenter toutes les attentes, à la fois ceux qui découvrent le référencement naturel, mais ceux qui sont déjà spécialistes du domaine. Donc, ça peut être effectivement très technique pour certains. Je ne vais peut-être pas donner tout le vocabulaire adéquat, mais ça peut être peut-être un peu limitatif pour d'autres. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir continuer à rayonner, à rencontrer des nouvelles personnes, parce que, comme je le dis, le référencement reste une discipline très large. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir échanger, continuer à grimper dans les connaissances, mais aussi dans les compétences et s'échanger potentiellement des contacts. Alors, est-ce que tu as pu tout faire, Mylène, au niveau des liens? OK. Donc, est-ce qu'il y aurait des dernières questions, des dernières requêtes, des dernières envies? Je suis à vous dans les quelques minutes qui restent, puisque nous sommes presque dans le temps imparti de l'heure dédiée à cette étude de cas. Et puis, si certains veulent, je me propose d'étudier de nouveaux cas. Donc, s'il y a des propositions à faire, ne pas hésiter à me les soumettre. Apparemment, on a oublié une question. Oui. Elle serait de Maria et elle demande comment augmenter ses backlinks tout en restant pertinent et qualitatif, comme les partenariats, par exemple. C'était sa question. Alors, entre-temps, je tapais en fait le mail. Si certains, Donc, la question de Maria, c'est comment augmenter ses backlinks tout en restant pertinent et qualitatif. Elle cite par exemple les partenariats. Alors, tout à fait. En fait, il y a dans les backlinks, on va les solliciter parfois en fonction du budget. On va avoir soit une logique vraiment qualitative où on va aller chercher des sites qui ont du ranking. Et après, on va peut-être aller encore plus loin, notamment avec des approches relations presse. C'est-à-dire qu'on va solliciter après des articles dédiés en fait à de la presse sur lesquels on va pouvoir témoigner, présenter une entreprise, un certain nombre de sujets.
Donc, on est vraiment sur une logique où, dans le backlink, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Après, ça, ce n'est qu'un point de vue personnel. Ça dépend de la stratégie, du budget, également des plateformes sur lesquelles moi, je travaille. Donc, le sujet est très large. Moi, j'ai une seule conviction, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir sur le web, ça passe de toute façon par un budget dédié au backlink. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Maria. Je pense aussi. C'était vachement bien. Je vous remercie tous pour votre attention. Voilà, c'était un peu de stress. J'ai un peu, je pense, j'ai un peu mouillé la chemise, mais je suis ravi, voilà, d'avoir pu participer avec vous d'aussi loin, mais aussi près. Et grâce au digital, moi, je suis ravi, voilà, de pouvoir continuer à grandir avec vous. Et puis, également, grâce à toutes ces circonstances, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Et puis, je vous souhaite plein de business et plein de belles choses. Pierre Vandamme, Fibre Digitale, à très bientôt.